Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico. Avec moi aujourd'hui Étienne Grosso de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume, aujourd'hui on remplace la Suisse et Bulle par la Charente et le beurre. Exactement, le beurre, l'argent du beurre et deux Charentais pour le prix d'un. Donc pour ce podcast on voulait un peu débriefer Paris-Nice et Tirreno, on en a parlé très brièvement dans le podcast Tour que vous pouvez réécouter sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez les étoiles aussi pour nous référencer et nous aider à progresser, puis aussi sur notre chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne YouTube en même temps de Vélo Podcast. On grimpe, on va approcher cette saison. Si on se débrouille pas mal, on pourrait franchir les 1000 abonnés, donc ça pourrait être sympa sur la chaîne YouTube. Donc continuez comme ça à nous suivre. Étienne, t'es avec moi aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico qui ont lancé la saison des Tours. J'avais dit, on en a parlé très brièvement, notamment du cas Gaudu. On a parlé de Gaudu et de Martinez dans le podcast précédent. Toi, de manière très globale, en 30 secondes, comment tu as vécu ces deux courses et qu'est-ce que tu en retiens surtout? On a vu une ultra domination de la formation Visma Lease a Bike, que ça soit sur Paris-Nice où Jorgensen crée quand même une petite surprise parce qu'il bat des coureurs du calibre de Evenepoel ou encore Roglic pour ne citer que. Et puis sur Tirreno, dès que Jonas Vingegaard a passé la deuxième, personne pour prendre sa roue, ça a été assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que en fait t'as l'impression d'avoir Vingegaard et les autres, ou plutôt Vingegaard et Pogacar, mais on n'avait pas vu Pogacar sur ces courses-là et les autres. Pour paraphraser Patrice Evra, un soir de Ligue des Champions, c'était un peu un coureur contre des petits-enfants, quelque part. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on parlait dans la présentation de ces deux courses des catégories 3, 2, 1 étoile. On avait fait présentation d'Estradé, hommes-femmes et de Paris-Nice et de Tirreno. Et c'est vrai que, et même dans la présentation des tours, tu te rends compte qu'il y a un monde d'écart en fait entre Vingegaard et Pogacar et le reste de la concurrence. C'est ça, Pogacar a dégainé le premier, on va dire, sur l'Estradé Bianchi, même s'il y a eu au Grand Camino avant, mais la réponse de Vingegaard sur une course à étapes, elle est quand même cinglante. Ouais, il n'a pas laissé le moindre espoir à la concurrence et c'était du tableau noir pendant toute la semaine de Tirreno. On va glisser sur cette première thématique. Finalement, c'est Visma et les autres. On a le grand leader Vingegaard qui remporte Tirreno Adriatico avec 1,24 d'avance sur Juan Ayuso et 1,52 sur Jay Hindley pour le podium de Tirreno. Mais du côté de Paris-Nice, Jorgensen sur la semaine de course, il colle 30 secondes à Remco Evenepoel et 1,47 à Brandon McNulty. Bon, avec d'ailleurs le petit comparatif, on a un lieutenant UAE sur le podium des deux courses et après on a quand même un Bora donc avec Jay Hindley. Et un Soudal donc avec Remco Evenepoel. Les grandes équipes sont au rendez-vous, mais l'écart qu'il y a entre la Visma et les autres, et même Matteo Jorgensen qui a été recruté de la Movistar cet hiver, il arrive chez Visma Lease a Bike et il claque Remco Evenepoel il tape Remco Evenepoel sur Paris-Nice quoi. Ça ils ont quelque chose d'autre. En sachant que Matteo Jorgensen sur l'Omloop, il avait été très impressionnant. Souvenons-nous qu'il est devant dans le final et il est quand même la gagne, il lui a un moment tendu les bras, finalement ça ne s'est pas fait. Donc le garçon, comme l'année dernière déjà, mais avec un cran supplémentaire, il est là en montagne, il est là sur les parcours difficiles, il est là sur les pavés aussi. Le fameux il fait top 10 du Tour des Flandres l'année dernière. Il fait 9ème, mais on sent que c'est mieux encore cette année, on sent qu'il a franchi encore un cap, que ça soit sur les pavés, sur l'Omloop, où en plus d'être, on va dire, dans le final, il était vraiment acteur prépondérant du final. Là où dans le Tour des Flandres, il avait anticipé et quand ça s'est emballé, il était quand même plus en retrait malgré tout. Oui, comme pas mal, il était sorti dans un groupe qui était parti à 90 bornes de l'arrivée. Je crois qu'il y avait aussi Mats Pedersen dans ce groupe-là. Oui, Pedersen qui était d'ailleurs plus fort que Jorgensen ce jour-là. Ouais. Oui, exactement. Mais c'est vrai que on a l'impression que ces Visma Lease a Bike, ils ont cette cette froideur de vouloir écraser la concurrence, quelle que soit la course. Pas de miette pour revenir un peu du côté de Jonas. Il s'aligne sur au Grand Camino comme l'année dernière, que des victoires plus le général. Là, on va dire qu'il avait vraiment deux étapes qu'il pouvait gagner. Il les gagne et non seulement il les gagne,
mais c'est qu'il les gagne aussi en solitaire. C'est-à-dire que il y a gagné et gagné. On voit le cas de Matteo Jorgensen où il est quand même resté beaucoup dans la roue, hormis son attaque décisive d'ailleurs. Il est quand même resté beaucoup dans les roues. Là, Jonas, à chaque fois qu'il a pu attaquer et partir seul, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il ne laisse vraiment aucune miette à ses adversaires, qui se joue vraiment la deuxième place. On sait à 7, 8, 10, 15 km de l'arrivée, on connaît le vainqueur. Et le suspense, c'est juste qui sera deuxième derrière l'ogre danois. Ah, ça fait déjà 7 victoires pour Jonas Vingegaard donc dans cette année 2024 en 2 courses par étape. Tu as dit le Grand Camino, finalement la seule étape qu'il n'a pas remportée, c'était le contre-la-montre à la Corogne, qui ne compte pas. Contre-la-montre où il y a eu énormément de pluie, qui avait été je crois un peu comment dire, il comptait pas pour le classement général. Il a été fait avec les vélos de route. Voilà. Donc c'est pour ça que il a été sabré parce que il y avait eu des intempéries là-bas en Galice, et puis derrière après il remporte les 3 étapes qui comptent, j'ai envie de te dire. C'est ça. Il remporte le général, le classement par points et les classements de la montagne. Sur Tirreno il fait quand même 9ème du contre-la-montre inaugural dans le même temps que Romain Grégoire, et ça c'est très important. D'ailleurs c'est une très petite intéressant, déception malgré on va tout. en parler. Sur le contre-la-montre tu veux dire? Après il y a eu le cas de la pluie, du vent qui a tourné un peu à la Il y a les fin. conditions météo aussi. Mais malgré tout, pour quelqu'un qui a quand même écrasé le chrono de Combloux et qui l'a aussi écrasé sur les parties plates, il était déjà largement en tête avant même Domancy. Oui, mais c'est contre la montre d'un grand tour où tu as la fraîcheur qui compte. Là, Lido Di Camaiore, il prend la 9ème place, il n'a pas réellement envie de prendre de risques à la mi-mars, alors que derrière il a eu 2 étapes où il a collé une danse à la concurrence. Je pense qu'on peut glisser très rapidement sur un peu les autres bilans, en tout cas les autres cas sur lesquels on va pouvoir parler, parce que finalement la Visma Lease the Bike, bon voilà, mis à part Matteo Jorgensen, finalement il n'y a pas trop de débat sur Jonas Vingegaard. Alors on va se concentrer sur Matteo Jorgensen et on va très vite glisser aussi sur Remco Evenepoel après, parce que c'est lié quand même. Matteo Jorgensen, c'est un vainqueur que tu qualifierais comment, toi? Parce que il y en a beaucoup qui ont dit oui, il n'a fait que suivre les roues, oui, il a seulement marqué Remco Evenepoel et c'est comme ça qu'il a gagné. Il faut être capable de le suivre quand même, le champion de Belgique. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça me fait un peu marrer cet argument, ouais, il a fait que suivre. Mais des fois, on peut être content de suivre. Alors, on l'a vu passer 2 ou 3 relais, notamment dans la dernière étape. Mais la roue de Remco Evenepoel, je pense que beaucoup peuvent témoigner par le passé. Romain Bardet, sur une étape de la Vuelta, a pu témoigner. Être dans la roue de Remco Evenepoel, déjà, c'est pas un abri, parce que le Belge est tellement aérodynamique qu'au final, tu as autant de watts dépensés que quand tu es devant lui. Donc, je pense que Matteo Jorgensen n'a pas dû bénéficier de beaucoup d'abris et de beaucoup de récupération. Et puis même quand il attaque, faut quand même le suivre. Ça a été le seul à vraiment pouvoir le suivre jusqu'au bout. On a vu un Vlasov renoncer dans la dernière montée. Voilà, donc l'argument, il a fait que suivre. Je pense qu'à certains moments, il était heureux de pouvoir suivre. Ouais, complètement. Matteo Jorgensen qui s'est replacé au général dans l'étape du vendredi, arrivé à la Col-sur-Loup, où c'est Skelmose qui s'impose devant McNulty et Jorgensen, et on en parlera juste après. C'est Remco Evenepoel qui termine 4ème, mais en fait, moi c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est en étant offensif finalement que Jorgensen est allé. C'est là que il tord le cou aux idées reçues sur sa victoire. C'est que Jorgensen a été en capacité de gagner cette course parce qu'il a attaqué et parce qu'il s'est montré offensif. Oui, tout à fait. C'est lui qui provoque le coup décisif lors de la victoire d'étape de Skelmose. Donc après, derrière, ça s'est peut-être pas très bien entendu, mais il a eu le mérite de démarrer là où en plus on avait vu de la rupture un peu chez tout le monde. Il a su avoir ce jump, prendre... Le plus difficile en cyclisme, c'est parfois de prendre les 20 premiers mètres. Il les a pris, ouais. Et après... Ils ont réussi à maintenir l'effort, le trio s'était très bien entendu jusqu'à la gagne, et c'est vrai qu'il n'a pas fait que suivre Evenepoel, il a surtout réussi à décrocher le Belge. Et c'est là où Remco n'a pas réussi à le faire. Ça me fait penser un peu à l'équipe qui devrait être alignée par Visma Lease the Bike, que là je regarde sur le Tour de France. On annonce Van Baarle, Tratnik, Kuss, Vingegaard, Benoot, Laporte, Kruijswijk et Jorgensen. Voilà, pour... On sait que sur le prochain Tour de France, il y aura une énorme concurrence. On en a parlé dans le podcast de la présentation des tours. Et il faut au moins avoir un lieutenant capable de gagner Paris-Nice pour
travailler sur 3 semaines et être au rendez-vous, parce que finalement c'est ça la mission de Matteo Jorgensen, c'est d'être capable en fait de faire ce qu'a fait un peu Adam Yates l'année dernière, c'est-à-dire pourquoi pas de grimper sur le podium si l'occasion se présente. Tout à fait. Qui gagne le Paris-Nice en 2016, notamment l'année où il y a la Madone Dutel? Un certain Geraint Thomas, qui était équipier d'un Chris Froome qui était alors ultra dominant sur le Tour de France. Exactement. Avant de passer à Remco Evenepoel, le programme de Jorgensen et de Vingegaard. Jorgensen, qui avant de faire Paris-Nice n'avait pas fait de course par étape, il avait fait le week-end d'ouverture avec le Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, des classiques, et il va repartir sur les classiques là au mois de mars avec le 3 Saxo Classique à travers la Flandre et le Tour des Flandres. Paris-Roubaix va faire l'enchaînement. Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Alors après, il a annoncé au Tour de France. D'ici là, je pense qu'il va quand même s'aligner sur quelques courses. Le tout jeune américain qui était passé par Chambéry. le club de Chambéry, exactement. Voilà, par la structure française d'AG2R, la mondiale à l'époque, à la fin des années 2010. Jonas Vingegaard, lui, il va faire une pause jusqu'au Tour du Pays Basque qui s'élancera le 1er avril. Et ensuite, on devrait le revoir au Dauphiné et après au Tour de France où il va faire le Tour de France et ensuite la Vuelta. Bon, Visma, on va les laisser de côté maintenant, on va passer à Remco Evenepoel. Il y a quand même pas mal à dire sur Remco Evenepoel. C'est une déception, sa non-victoire, ou alors c'est une semaine intéressante pour lui, une bonne semaine? C'est difficile à dire. Après, Remco, sur les courses à étapes, il est capable du meilleur comme du parfois très pire. Et finalement, être deuxième chez lui, je pense que c'est assez rare. Néanmoins, c'est difficile à analyser parce que il est clair qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Maintenant, est-ce qu'il visait Paris-Nice comme un objectif à part entière? Pour moi, je pense pas. Il faut rappeler qu'il va découvrir le Tour de France pour la première fois de sa jeune carrière. Je pense qu'il a une certaine pression parce qu'on le sait, le Tour de France, c'est encore autre chose que la Vuelta, c'est encore autre chose que le Giro, c'est autre chose que Liège-Bastogne-Liège, c'est autre chose que le championnat du monde. Tu es exposé médiatiquement pendant 3 semaines. Si tu venais à prendre le maillot tôt, c'est des sollicitations en plus qu'il faut gérer. Et donc, à partir de là, je pense... Et c'était sa première vraie course en France, tout à fait. Donc, je pense que... Enfin, première vraie course, attention, total respect au chrono des nations, veuillez m'excuser pour les fans du chrono des nations. Première course par étape, je veux dire première course World Tour de Remco Evenepoel en France. Voilà, je pense que pour un premier Tour de France, s'il veut espérer le gagner, il faut qu'il arrive avec de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale. Donc il peut pas être au carton à Paris-Nice, il peut pas être au carton le 20 février, il peut pas être au carton le 15 mai, parce qu'il faut qu'il soit au carton de fin juin jusqu'à la deuxième semaine de juillet, date de l'arrivée à Nice. Sauf que pour moi en 2024, ce que tu dis ça ne tient pas, parce que quand on voit Vingegaard qui est un cran au-dessus de la concurrence, il est déjà au rendez-vous. Oui, mais Tadej Pogacar a réglé tout le monde au Strade Bianche avec une manière assez déconcertante. Aujourd'hui, Remco Evenepoel, pour moi, c'était ça le test à Paris-Nice. C'est comment il est par rapport à la concurrence. Est-ce qu'il est une pédale au-dessus des autres? Ou alors, est-ce qu'il est juste un peu plus fort? Je pense pas qu'on puisse le ranger dans la catégorie des Pogacar-Vingegaard, qui sont vraiment 2 coureurs qui sont au-dessus du lot. Néanmoins, tu me dis que Vingegaard est prêt dès le mois de mars, c'est vrai. Néanmoins, il fait partie de ces coureurs qui sont déjà ultra accomplis sur les courses à étapes, chose que n'est pas forcément Remco Evenepoel. Et rappelle-toi, Tirreno 2022, Vingegaard prend une énorme tôle par Pogacar dans l'étape Rennes. Je pense qu'il prend pas loin d'1 minute, Pogacar est injouable. Et là, tu te dis, Vingegaard va encore viser la 2e place sur le Tour de France. L'été suivant, Jonas Vingegaard s'accomplit, gagne le Tour de France. Et à l'inverse, un Tadej Pogacar qui, lui... court un peu après tous les lapins. Ça fait 2 Tours de France où il a toujours 1 ou 2 étapes où il montre plus que des limites. Mais oui et non en fait. Pour moi oui et non, parce que vraiment Evenepoel, moi je m'attendais à pas ce qu'il écrase le Paris-Nice, mais déjà je m'attendais à ce qu'il fasse une différence, mais notamment lors de la dernière étape en fait. Lors de la dernière étape vers Nice, on s'est tous dit, allez maintenant à quel moment Evenepoel va lâcher la concurrence, à quel moment Evenepoel va attaquer Jorgensen dans la dernière montée.
il n'a pas été capable en fait de lâcher. Il n'a pas eu de changement de rythme. Evenepoel, il y est allé au train, comme s'il était en sortie d'entraînement en fait. Alors attention, sortie d'entraînement à Evenepoel, c'est pas les sorties d'entraînement de toi ou de moi. Non, c'est clair. Surtout de moi en ce moment. Voilà, on s'attendait. Moi, je m'attendais à mieux d'Evenepoel. Peut-être qu'on le place et que je le place trop haut dans mes attentes aujourd'hui, peut-être. Mais c'est quand même un premier marqueur de ce qu'est Evenepoel sur les courses par étapes, je trouve. Finalement, c'est un peu dans la continuité de ce qu'il a montré. On l'a vu sur la Vuelta. Ok, il gagne la Vuelta 2022, mais c'était une Vuelta particulière. Son seul vrai adversaire, c'est un Roglic qui arrivait quand même avec quelques petits soucis de ses chutes sur le Tour de France 2022 et qui, mine de rien, avait commencé à reprendre l'ascendant à partir du milieu de deuxième semaine, notamment sur la Sierra Nevada. Remco sur la Vuelta 2023, c'est une grosse défaillance sur l'étape française qui mène sur les pentes du Tourmalet. On voit craquer Delobisque. Oui. Donc voilà, Remco, on sait que sur les courses à étapes, c'est pas forcément ça. Alors ok, il a écrasé des Tours de Pologne et tout, mais dès qu'il y a de la vraie montagne, malgré tout, et un vrai plateau avec des adversaires solides en face, c'est pas une assurance tout risque comme peut l'être justement un Vingegaard, ou quand depuis sa victoire sur le Tour de France 2022, dès qu'il s'aligne quelque part, c'est classement général au bout. À part la Vuelta 2023, mais qui est particulière. Donc c'est intéressant de voir réellement où est Remco Evenepoel, parce que voilà, on a le souvenir de cette Vuelta où il se fait... je vais pas sortir un mot, mais j'allais dire qu'il se fait tuer par la Visma Leasebach, par la Jumbo Visma de l'époque. Mais tu as compris un peu, hein, il se fait complètement détruire par le rouleau compresseur de la Jumbo Visma de l'époque, qui est devenu Visma Leasebach, et il l'avait ciblé. Et il y a aussi un point que Remco Evenepoel va devoir gérer maintenant, c'est le fait d'être marqué à la culotte par ses adversaires. Le fait que ses adversaires lui laissent le contrôle de la course, ils lui laissent le poids de la course. Et ça, on se rend compte que Remco Evenepoel, avec la grande gouaille qu'il a, il est capable de l'exprimer, d'exprimer sa frustration après la course. Mais est-ce qu'il est capable de gérer cette frustration sur le vélo? Ça, c'est autre chose. Tu trouves qu'il a eu le poids de la course sur ce Paris-Nice, toi? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Rien que sur la dernière étape, avant l'attaque du Belge, qui roule? C'est la Trek. On a vu un Pedersen rouler comme un bûcheron. À l'étape du Montbrouilly. Je vise l'étape du Montbrouilly. Ouais, mais finalement, il a pas vraiment... Son équipe a pas vraiment tant durci la course que ça. Enfin, d'ailleurs, son équipe, on pourrait aussi en parler. On peut pas dire qu'elle a été impériale sur ce Paris-Nice. Oui. Il y avait que Ilan Van Wilder qui était réellement au niveau en fait pour emmener Remco Evenepoel. Non, mais moi je visais notamment. Et il en parlait dans son interview d'après-course. Les Ineos qui avaient Bernal Rodriguez, De Plus, Castroviro, les UAE qui étaient quand même en nombre pour assumer le poids de la course avec McNulty, avec Almeida, avec Jevine. Et finalement, on laissait tout à la Soudal avec Evenepoel. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, on s'attendait à ce qu'il prenne la course en main pour revenir sur Buitrago et Plapp dans cette étape du Montbrouilly qui est remportée par le Colombien. Il y a quand même là, à mon avis, un point sur lequel Evenepoel va devoir un peu travailler, c'est cette gestion en fait quand il est le grand favori, quand il doit assumer le poids de la course. Là où en fait son équipe autour doit être costaude pour pouvoir l'assumer aussi. Il y a aussi ce point-là. Oui, c'est plus une question d'équipe parce que n'importe quel leader à la place d'Evenepoel, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de rouler solo pendant une vingtaine de kilomètres en sachant que derrière, tu as un Montbrouilly, un dernier kilomètre qui est très dur. Tu sais que tu peux t'exposer à te faire flinguer aussi fort que peut être un Evenepoel, mais ce que je dis, ça se partage. Un Vingegaard n'aurait pas pu se rouler. D'ailleurs, sur le Tour, on a vu des fois un Vingegaard compter ses coups de pédale quand d'autres attaquaient, laisser faire et rester vissé à la roue de Pogačar finalement. Et c'est peut-être pour ça aussi que Remco Evenepoel, et je bascule sur Evenepoel, c'est peut-être pour ça que le Belge aussi dans l'interview d'après Paris-Nice dit j'aimerais bien qu'Alaphilippe il soit sur le Tour de France. On sait qu'il aura Mikel Landa aussi en plus d'Ilan Van Wilder, mais c'est peut-être pour ça qu'il demande aussi Evenepoel en appui Alaphilippe en appui supplémentaire sur le Tour de France afin de travailler pour lui, même si sur le Tour de France la course ne sera pas sur les épaules de Remco Evenepoel. Normalement. On verra si ce sera sur les épaules de la UAE ou de la Visma qui vont emmener tous les deux une bien belle équipe, tout comme la Bora Hansgrohe, on va glisser sur eux
Parce que c'est une grande énigme quand même après cette semaine de course où on a eu 2 fronts menés à Paris-Nice et à Tirreno. À Paris-Nice avec donc Primož Roglič, Primož Roglič qui termine 10e du classement général, 5e Alexander Vlasov, tiens, il va nous refaire le coup de l'année dernière, Vlasov avec Luis de Broc, à vouloir devenir le leader, blague à part. Et puis sur Tirreno, on a Jay Hindley qui est sur le podium, on a Lennart Kamna qui est dans le top 10, et on a quand même ces grands leaders de la Bora Hansgrohe qui sont au rendez-vous, mais avec quand même une hiérarchie qui ne se dessine pas. Non, c'est clair. J'avais presque envie de dire que finalement c'est plus Jay Hindley qui a été le plus probant, parce que ça a quasiment été le deuxième plus fort. On l'a senti quasiment plus fort que Juan Ayuso sur les 2 arrivées. Alors il se fait battre pour la 2e place parce que l'Espagnol à chaque fois a un peu plus de jump pour sprinter. Et parce que Ayuso avait remporté le chrono Yoga. Oui, et tout à fait. Oui, ça joue aussi beaucoup là d'ailleurs. Et c'est vrai que Jay Hindley m'a quand même particulièrement impressionné. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être forcément bon sur les courses dites préparatoires, sans manquer de respect à Tirreno qui est une immense course, attention. Par exemple l'année dernière on le voit, il fait que 15e de Tirreno. Alors c'était une course particulière qui s'est jamais vraiment décantée et qui se jouait beaucoup à coups de bonif, là où ça s'est joué beaucoup à coups d'attaque stratosphérique de Vingegaard. Mais voilà, c'est quand même passé de 15 à 3e, c'est quand même un step-up qui est important. Et on l'a vu l'année dernière quand même sur le Tour, il a quand même pas été trop mauvais, hein. Le garçon a quand même porté le maillot, longtemps été 3e. Il faut pas oublier que sans sa chute a dû quand même beaucoup l'affecter sur sa 3e semaine. Donc, attention. Et Jay Hindley qui est dans la dernière année de son contrat et qui doit prouver dans cette équipe Bora qu'il peut réellement être un leader de l'équipe. Lui qui avait déjà remporté le Tour d'Italie, c'était il y a 2 ans maintenant. Jay Hindley, 2 courses par étape, 5e place au Tour de la Communauté de Valence, 3e place à Tirreno. Et finalement, Primož Roglič, et on va parler de lui, qui est pas si rassurant que cela, même si sur la dernière étape, transi de froid, il a juste pensé à revenir au bus. Mais sur le reste de la semaine, on s'attendait à ce qu'il soit au niveau de Remco Evenepoel. On attendait le grand duel Roglič-Evenepoel. La transition de la Jumbo à la Bora, finalement, elle n'est pas si simple que ça. Primož, l'année dernière... C'est sa course de rentrée. Oui, mais l'année dernière, sur chaque course qui s'est alignée par étape, sauf la Vuelta, victoire au classement général. Sauf la Vuelta où il fait que 3e, mais encore une fois, considération particulière parce que c'est un triplé Jumbo-Visma. L'année dernière, que des victoires. Cette année, c'est quand même bizarre de le voir 9e, puis il n'est pas 9e à 40 secondes dans un mouchoir de poche. Il est quand même à 5 minutes 33 au classement général. Avant même sa défaillance lors de la dernière étape, il était déjà très 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 loin de Mike Nolte et de Jorgensen. Donc, il est 10e au général, c'est Félix Gall qui est 9e de ce Paris-Nice, mais c'est vrai qu'à 5,33, on l'a jamais réellement senti en capacité de faire une différence dans ce Paris-Nice. C'est ça qui est le plus inquiétant. Non, et même on voit par exemple au Montbrouilly, ça a été une étape quand même ça s'est pas décanté. Or les 2 devant Plapp et Jorgensen, derrière, c'est resté groupé, il n'y a quasiment pas eu d'attaque. Et on sait que sur ces configurations, pour aller chercher, par exemple, une 3e place avec des bonifs, gratter sur un jump 2 ou 3 secondes, comme il sait si bien le faire, justement. Et là, dès que ça s'est emballé pour un sprint, il a quand même plus que calé. Et il n'a pas existé, finalement. Et même sur ses points forts, il n'était pas au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant, j'ai envie de dire, pour Primož Roglič. Ça pose la question aujourd'hui, quel est le vrai leader de la Bora? Vlasov, on sait qu'il a de l'ambition aussi, hein, le coureur russe, que il veut aussi briguer ce statut de leader à la Bora, qu'il en a en tout cas l'objectif, mais que sur 3 semaines c'est un peu plus compliqué que sur une semaine pour lui. Et puis on a un Jay Hindley qui est là, qui dans sa dernière année de contrat, qui veut prouver qu'il est aussi capable d'être un leader. On a un Lennart Kamna qui est toujours là, sans être en capacité d'être un grand leader, en tout cas aujourd'hui, mais qui est un coureur solide. On va emmener tout ça sur le Tour de France et se dire maintenant débrouillez-vous, et puis celui qui est le mieux placé à la fin de la 2e semaine, il sera le leader, c'est un peu ça. Alors moi, Vlasov, pour moi, sur 3 semaines, c'est compliqué. Sa meilleure place, c'est 4e du Tour d'Italie, mais d'un Tour d'Italie 2021 qui était quand même, on va pas se mentir, qui était quand même assez faible, où il finit quand même à des années-lumière du trio de tête.
Au Tour d'Espagne, pas mieux que 7ème. Sur le Tour de France, remporté par Bernal. Remporté par Bernal, mais il était très très loin. À chaque fois que ça s'est décanté, il était lâché. Il a juste fait parler d'une certaine régularité, mais une régularité, on va dire, 2 crans en dessous du niveau qu'il faut pour remporter un grand tour. Sur le Tour, il fait 5ème, mais grâce à des échappées en 3e semaine où il se replace, notamment celle que gagne Bauke Mollema. Alors j'ai perdu, c'est l'étape ariégeoise. Il me semble qu'il est dans l'échappée et qu'il reprend pas mal de temps ce jour-là. Mais à la pure pédale, il était lâché à chaque fois. Sur 3 semaines, c'est pas une garantie. Pour moi, des Jay Hindley et même ce Primoz Roglic là, ils offrent plus de garanties que le Russe. Avec donc la Bora qui bat quand même ce podium là. On parlait de cette équipe capable d'être dans les superpuissances du peloton. Et ben finalement, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même Visma, UAE et derrière un peu Bora avec Ineos, avec Soudal Quickstep. On est un peu dans ces catégories-là aujourd'hui au niveau des équipes. Étienne, sur Roglic, la Bora, on a dit, tu as dit ce que tu voulais dire. On a fait le tour. On passe à la suite. On a fait le tour, on passe à la suite. Rapidement, quels sont les flops pour toi de cette semaine de course? Alors si on parle classement général, je pense que Roglic, on peut quand même le mettre dedans. Si on va sur Tirreno, on a vu quand même un Enric Mas décidément ne plus y arriver. Lui, depuis sa 2e place sur la Vuelta 2022, il n'y arrive plus. Alors, il a été malchanceux sur le Tour. Après, c'est quand même difficile. C'est difficile à dire. On a vu quand même quelques leaders sur Tirreno. Carlos Rodriguez sur Paris-Nice, pardon. Il n'a pas existé. Alors, c'était Bernal le leader, mais on parle quand même de quelqu'un qui a remporté une étape sur le Tour de France, qui a joué longtemps le podium. C'est pas satisfaisant de le voir ne pas peser une seconde sur une course comme Paris-Nice. Joao Almeida hors du top 10. Joao Almeida, c'est aussi un flop, bien sûr, mais en fait, c'est un flop particulier dans le sens où c'est plutôt une confirmation de quelqu'un qui est un très très bon coureur, mais qui dans aucun monde n'est capable de jouer, d'être un leader pour un Tour de France, et encore moins au sein de sa formation UAE qui regorge de talent, et chaque année il y a une révélation supplémentaire en montagne. Ouais, la révélation, c'est Isaac Del Toro qui fait lui un énorme résultat sur ce Tirreno avec cette 4e place au général, juste derrière Vingegaard, Ayuso et Hindley, et devant un mec comme O'Connor, devant un Tim Arensman, devant un Wieselbrock. Bon, il est bluffant quand même, le vainqueur du Tour de l'Avenir. Tout à fait. En plus, il faut savoir que à chaque fois, il y a eu des démarrages de col compliqués, et qu'à chaque fois, sur les 5-6 derniers kilomètres, il est monté la première étape aussi vite que Vingegaard, et la deuxième étape, il a repris du temps à Jonas Vingegaard sur l'arrivée au sommet. C'est le seul, pendant que tout le monde perdait du temps, lui, il a repris du temps sur le Danois. C'est dire à quel point sa performance est stratosphérique en termes de valeur absolue. Avec ce Isaac Del Toro et qui travaillait pour Juan Ayuso et qui a remporté une étape déjà, c'était au Tour Down Under, lors de la 2e étape, son 3e jour de course, on va dire, chez les pros, pour celui qui a signé chez UAE. Cet hiver, parmi les flops, on a un Carlos Rodriguez qui a fait top 5 du Tour l'année dernière, qui termine son classement, je l'ai même pas, 28e de Paris-Nice. C'est Bernal de l'autre côté, Egan Bernal est quand même pas une révélation de ce début de saison, mais en tout cas un coup de cœur, je dirais. Une belle surprise de ce début de saison. Je dirais un coup de cœur. C'est bien on sent qu'il lui manque encore un peu, mais c'est bien de le revoir dans des top 10 de classement en World Tour. C'est vrai que quand on le voit, et notamment c'était la première image cette saison, c'était quand Vingegaard avait attaqué au Grand Camino et qu'on le voit dans la roue, on a le sourire tout de suite en le voyant. Il a quand même traversé des épreuves terribles, et c'est des épreuves terribles bien au-delà du cyclisme. On parle de quelqu'un qui aurait quand même pu mourir sur les routes d'entraînement quand il a percuté ce camion, ce bus. Donc le voir refaire du vélo, c'est déjà une super nouvelle, et le revoir faire du vélo bien, c'est encore plus une bonne nouvelle. Je suis pas spécialement supporter d'Egan Bernal, c'est un coureur qui a son lot de panache, mais c'est bien pour, je pense d'abord à lui, il doit être le premier heureux de pouvoir rematcher avec les meilleurs. Bon Étienne, avant de passer au sprinter, on va parler des Français. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. On parlait des flops, on va un peu rester dans la même catégorie, même si il y en a 2 sur Tirreno dont on va parler qui seront pas du tout dans les flops, mais il y en a un, c'est David Gaudu en fait.
On en parlait de David Gaudu dans le podcast de présentation de la saison des Tours. Est-ce qu'il est à un tournant de sa carrière ? Pour moi, oui. Dans cette année 2024. Bon, là, sur Paris-Nice, il n'a pas de chance, mais il a provoqué cette malchance en fait. Il a chuté dans l'étape du Montbrouilly dans l'avant-dernière ascension là où Buitrago attaque pour aller gagner ensuite, mais parce qu'en fait il était en train d'enlever sa veste alors que tout le monde l'avait déjà enlevé, et derrière après il n'est pas allé au bout de Paris-Nice parce qu'il se ressentait un peu de ses blessures sur l'étape du Montbrouilly. Bon, David Gaudu, c'est un peu comme Alaphilippe, hein, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Alors, je suis d'accord avec toi sur la dernière partie, sur le fait qu'il... alors, je suis totalement d'accord, hein, c'est très compliqué hein, pour lui en début de saison. Déjà, sur la Classique VAR, on peut pas dire qu'il était si extraordinaire que ça. Sur Au Grand Camino, ça a été encore plus poussif. Là, bon, on est quand même proche du catastrophique hein, par rapport aux objectifs annoncés et sa place de l'année dernière. Alors, un tournant de sa carrière, je pense pas, parce que on va reprendre sa saison 2022, là, j'ai tout sous les yeux. Paris-Nice, il termine déjà pas. Sur le Tour du Pays Basque, il est 18e du général. Alors, il fait 4e d'une étape, mais derrière, sur toutes les étapes importantes, il pèse pas sur la course. Je sais ce que tu vas me dire. Au Dauphiné. Et derrière, il fait quand même. Exactement. Et derrière, il fait 4e du Tour de France en faisant sa meilleure course de 3 semaines de toute sa carrière. Sauf que pour moi, David Gaudu, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit dans le podcast de la présentation de la saison des Tours. Mais David Gaudu, là, pour moi, il est un tournant de sa carrière. C'est parce que. Est-ce qu'il a déjà atteint le plafond de verre de sa carrière ? Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question, c'est quelle est sa capacité à réagir après l'énorme claque du Tour de France de l'année dernière ? Et donc, troisième question, c'est pour ça que pour moi, il est un tournant de sa carrière, c'est qu'est-ce qu'il veut faire dans la suite de sa carrière ? Est-ce qu'il veut être quelqu'un capable de jouer le top 10 en suivant dans les roues, ou est-ce qu'il va se transformer comme, je sais pas, plutôt un Warren Barguil par exemple, qui a été un coureur plus capable de jouer des coups dans la suite de sa carrière, après avoir vu dans la première partie de sa carrière qu'il ne jouerait pas la victoire sur un Tour de France, notamment à la pédale. Je vais paraphraser Kylian Mbappé, mais vas-y. Le cyclisme il a changé. Pourquoi je dis ça? Non, mais tu peux le refaire avec le tour de Mbappé. Le cyclisme il a changé, mais le cyclisme il a changé. C'est ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que il a que 27 ans, David Gaudu. Au final, on a l'impression qu'on parle d'un daron qui a 32, 33 ans, qui a fait 10 Tours de France derrière lui. Non, il a que. Mais ça fait combien de temps qu'il est chez les pros maintenant? Ça fait depuis 2017. Mais malgré tout, il a que 27 ans. Il est jeune. En 2024. Et oui, mais tout le monde n'a pas forcément la précocité d'un Pogacar, d'un Del Toro, etc. Et là, Mais sauf que, Étienne, quel coureur aujourd'hui se révèle à la trentaine? Mais là, j'ai pas tu me prends un peu de cours, mais Jonas Vingegaard, par exemple. Bah non, mais c'est parce qu'il y en a pas. Jonas Vingegaard, par exemple, à 23 ans, c'était personne. On est d'accord. Bah, à l'âge où Gaudu remportait le Tour de l'Avenir, il vendait du poisson. Oui, voilà, mais Primoz Roglic, c'est pareil. Il s'est révélé relativement sur le tard aussi. À 25 ans, il était pas... Mais c'est des profils différents. Oui, c'est des profils totalement différents. Est-ce que Gaudu... Ils ont pas la même formation que Gaudu. Gaudu, sa carrière, elle commence à 15 ans, quand il commence à arriver en équipe de France. Oui, voilà. bien sûr. Et tu dis, il a quand même 27 ans. David Gaudu, aujourd'hui, bon, on était indulgent au début de sa carrière en disant, bah, c'est bon, il a un peu le temps. Il a un peu le temps, mais le temps commence à passer maintenant pour David Gaudu. C'est un peu ça maintenant la problématique. J'ai peut-être un exemple un peu plus parlant, on en revient à l'Australien Jay Hindley, précoce sur 2020 où il se révèle. Après, il fait quand même une année 2021 qui est proche du néant et il remet la marche en avant justement à peu près dans les mêmes âges que Gaudu à 26-27 ans. Le Giro. Donc mais c'est quelqu'un, Jay Hindley, qui était présent depuis très jeune sur les pelotons professionnels. Donc c'est bien la preuve. Je veux dire, en fait, on est un peu trop matrixé par des Pogacar qui sont arrivés fort très tôt et qui sont des ultra dominants. Et en fait, la normalité du sport et du cyclisme par extension, c'est d'avoir des hauts et des bas. L'année dernière, on était hyper heureux. On se disait, ça y est, Gaudu, deuxième de Paris-Nice, il va matcher avec les meilleurs sur le Tour de France. Il a franchi un cap, sa 4e place sur le Tour de France lui a apporté des choses. Au final, après, il a eu des allergies pendant le printemps. Il plante le reste de sa saison quasiment au final. Bon, je dis c'est dur parce qu'il fait quand même top 10 au Tour. Mais c'est pour dire que... Oui, mais il fait top 10 avec une manière qui est inquiétante. Je suis d'accord, mais c'est pour dire aussi que finalement, tout n'est pas linéaire. Tout le monde n'est pas Vingegaard et Pogacar à être capable de gagner n'importe quelle course sur laquelle ils s'alignent. Ces deux-là,
c'est des exceptions dans l'histoire du cyclisme. Il faut remonter à des Eddy Merckx pour voir des coureurs. Sauf, je te coupe Étienne, sauf que pour moi, l'erreur, du coup, tu parlais du fait qu'il soit matrixé, ou qu'on soit matrixé. C'est nous. Qu'on soit, matrixé. Moi, je dirais que le problème de David Gaudu, c'est que son équipe est matrixée par le Tour de France. Ça, par contre, je suis totalement d'accord parce avec que au bout d'un moment, pourquoi David Gaudu ne fait que le calendrier français? On en a vu. Pourquoi David Gaudu ne se prépare pas pour un Tour d'Italie? Pourquoi David Gaudu ne va pas? Alors, il va aller au Tour d'Espagne en fin de saison. Oui, mais il le fait pas. Il le fait avec le Tour de France dans les jambes. Il le fait avec le Tour de France avant dans les jambes. Pourquoi il double pas un Giro? Alors moi, c'est ma grande théorie dans Vélo Podcast, vous en avez habitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que le Tour de France. Aujourd'hui, tu as une génération avec Grégoire Martinez. Alors bon, ok, tu vas pas emmener Aléni Martinez sur le Tour de France alors qu'il va partir de ton équipe, s'il part. Mais aujourd'hui, tu as ce qu'il faut, à mon avis, en réserve pour te permettre de te passer de David Gaudu sur le Tour de France et pour qu'il se réinvente sur un Tour d'Italie et sur un Tour d'Espagne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit viser autre chose. Il a un profil de classic man aussi. Il faut qu'il s'en serve. 3e de Liège, effectivement, l'année où Pogacar domine à la Philippe, c'est sûr. Maintenant, le problème, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que ça se passe au-dessus? Il a 2 sponsors qui sont français, qui sont 2 sponsors, on va dire 2 marques influentes dans le monde du marketing français, qui sont FDJ, qui est une marque de paris sportifs, qui est la principale marque en France, et Groupama, qui est une des plus grandes assurances, pour ne pas dire la plus grande assurance en France. Donc leur intérêt... Donc toi, t'as un contrat chez Groupama où tu veux te faire renouveler, là? Non, pas du tout. Mais c'est une analyse un peu stratégique. C'est l'intérêt des sponsors, c'est d'avoir le leader de course par étape qui est capable de briller sur la plus grande course française, et en plus la plus grande course française et du monde. Donc du coup, comme c'était le cas avec Romain Bardet et AG2R, etc., je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il n'y a que Pinot qui a réussi à s'en extraire. Mais pourquoi? Parce que Pinot, en fait, on pouvait rien lui imposer. Pinot, tu lui disais tu fais ça, et il te disait non, moi je fais un peu ce que je veux. Si j'ai envie d'aller sur le Giro, j'irai sur le Giro. Et parce qu'il faut David Gaudu aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire. Ouais, mais est-ce qu'il faut avoir une force de caractère pour aller à l'encontre des choses? Ça s'appelle l'émancipation. Ouais, mais il faut avoir une force de caractère pour le faire. Et en France, à part Thibaut Pinot, qui c'est qui a réussi à le faire vraiment au 21e siècle? Parmi ceux qui... Barguil, mais parce qu'il n'était pas... Ouais, mais Barguil n'a jamais été prédisposé à faire un podium sur le Tour de France. Parmi ceux qui étaient programmés pour faire des gros classements généraux, qui c'est qui a osé sacrifier le Tour de France pour aller sur d'autres courses? Regarde, un Laurent Jalabert. Bardet qui a fait le podium du Tour de France. Sur la fin de sa carrière, malgré tout. Il a fallu qu'il attende pas loin de 30 ans, Bardet. Oui, mais Bardet était capable de dire bon, ben moi, au bout d'un moment, je vais faire autre chose. Oui, mais à plus de 30 ans. Où il a fait un choix dans sa carrière en disant écoutez, si vous ne me donnez pas ce que je veux, je vais ailleurs. C'est sûr, mais je reviens sur l'âge. Il avait 4 ans de plus que David Gaudu quand ça s'est passé. Complètement. Oui, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais il faut être capable aujourd'hui pour David Gaudu de se réinventer. Et pour moi, c'est ça le plus dur. Bon voilà, David Gaudu, on en a parlé pas mal dans le podcast de présentation des Tours. C'était juste pour revenir un peu sur sa performance de la semaine sur Paris-Nice où, bon, voilà, c'était un peu plus compliqué. On va voir la suite de sa saison. Alors le programme, tu l'as, le programme de David Gaudu, je l'ai pas sous les yeux là, je vais aller le chercher. Ou alors plutôt, si tu peux aller le chercher très rapidement, en attendant, je vais glisser sur l'autre Groupama FDJ qui était leader un peu sur ce front. C'était à Tirreno, c'était Romain Grégoire qui fait 13e au final de Tirreno Adriatico, qui tape aux portes du top 10, qui est juste derrière Enric Mas au classement, qui a été dans le même temps que Jonas Vingegaard sur le chrono d'ouverture, et puis Kevin Vauquelin qui fait 10e de Tirreno, et il est là. Moi ça me fait très plaisir de voir Kevin Vauquelin qu'on avait eu dans Vélo Podcast avant qu'il passe pro, et qu'il était à Rouen. Voilà, il fait top 10 de Tirreno, top 10 d'une course par étape World Tour à la pédale, et ça fait vraiment plaisir, Étienne. Tu as vu, on a cette capacité de s'attacher un peu plus à des coureurs qu'on a reçus, avec qui ça s'est bien passé. J'ai l'occasion de l'appliquer en athlétisme, où j'ai l'occasion, tu fais plus attention au résultat de quelqu'un à qui tu as pu échanger et discuter sur sa vie, sur sa passion, sur son métier aussi. Et moi aussi, je suis heureux de le voir dans le top 10. C'est un petit step-up qu'il a franchi. Il y avait quand même une grosse concurrence. Il y avait quand même des vainqueurs de grands tours contre lui. Il lui a pas manqué grand-chose pour transformer le bon en très bon. S'il avait pu s'accrocher un peu plus, notamment, on va dire, au deuxième groupe, dans la dernière étape, je pense qu'il aurait pu finir 7 ou 8e du classement général.
Néanmoins, 10e, je pense qu'il n'a pas à rougir sa performance. Ça va peut-être lui ouvrir des portes. À quelques secondes devant lui, la Pidcock 9e, Kamna 8e. Tout à fait. Voilà, il est dans cette catégorie-là et c'est très intéressant de le voir, la Pidcock qui veut jouer les classements généraux aussi. Et Kamna qui a quand même brillé sur des classements généraux, notamment sur le dernier Giro où il est dans un très bon top 10. Exactement. Bon, Kevin Vauquelin, très intéressant. Moi, j'aime bien sa progression. Elle est linéaire, elle est progressive et on sent que l'Arkea BNB Hotel avec lui le couve et le fait progresser tout doucement. Et ça, c'est très intéressant. Je veux le voir dans le top 10 d'une course par étape pour le Tour. Moi, c'est tout ce que je demande en fait aux Français aujourd'hui, d'être réguliers à ce niveau-là. Donc maintenant, Kevin Vauquelin, il va falloir qu'il prouve, il va falloir qu'il continue et qu'il soit régulier. Dans ces courses-là, il avait fait 2e du Tour du Gard à l'Étoile de Bessèges en début de saison. Il fait 21e d'Estrade Bianche. Là, on va le voir au Tour du Pays Basque. Il y aura aussi David Gaudu. Il va faire le triptyque Amstel-Flèche-Liège. Je veux le voir capable à 22 ans, capable de performer. Dans ces courses-là, il va avoir 23 ans pendant le mois d'avril. Il a que 22 ans, il va en avoir 23, donc je veux le voir performer dans ces courses-là. Le programme de David Gaudu, très rapidement: Tour de Pays Basque, Amstel-Flèche-Liège, Mercantour classique avant le Dauphiné, et le Tour de France et le Tour d'Espagne. Mais pour revenir un peu à Vauquelin, je trouve qu'il a un peu un profil à la Geraint Thomas. C'est un bon rouleur qui a du punch, qui a aussi du punch, une certaine pointe de vitesse, comme l'avait le Gallois en début de sa carrière. Et finalement, le fait qu'il roule bien, ça peut être pour moi le Français qui peut si ses facultés de récupération sont bonnes sur 3 semaines, c'est peut-être le Français qui peut le mieux être armé pour un classement général de grand tour. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de pas perdre, voire gagner du temps sur d'autres favoris lors des chronos. On l'a vu à Tirreno, il fait quand même top 10 du chrono devant Vingegaard. Il bat Jonas Vingegaard quand même. Je pense que quand tu bats Jonas Vingegaard, tu fais pas une mauvaise performance. Il bat d'autres très bons rouleurs. Et voilà, maintenant, je pense que pour un rouleur, c'est plus facile de progresser en montagne que pour un grimpeur progresser en chrono sans perdre ses capacités en montagne. Ah mais complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, Vauquelin, qui avait terminé à 4 secondes devant Vingegaard. Et donc Romain Grégoire, très rapidement avant de passer au sprinter pour terminer ce podcast. Romain Grégoire, c'est très intéressant ce qu'il montre. On est là dans un profil. J'ai vu que certains comparaient à Valverde, je trouve ça assez juste. C'est marrant parce que Romain Grégoire, on l'attendait sur les courses d'un jour. Et finalement, c'est que sur les courses à étapes qu'il brille depuis, à part la Faune Ardèche classique où il fait 2, mais il brille beaucoup sur des courses à étapes entre 4 et 1 semaine. Et là où Lenny Martinez, on l'attendait sur les classements généraux. 4 jours et pour le moment, il brille sur des courses d'un jour, lui. Donc c'est comme quoi, finalement, il y a prédisposition et réalité sur un vélo et sur le terrain. Complètement. On va voir l'évolution de Romain Grégoire. Étienne, pour terminer ce podcast, parce que je sais que tu es attendu aussi, on va parler des sprinteurs. Toi, quel sprinter t'as marqué? Quel sprinter t'a impressionné pendant cette semaine? Si je dois ressortir juste un nom, je dirais Jonathan Milan, parce qu'il a battu 2 fois Jasper Philipsen. Alors, oui, il a battu 2 fois à la pédale Jasper Philipsen d'ailleurs, parce que quand le Belge tombe, ce n'est pas Milan qui gagne. Je trouve qu'il a franchi un step, il s'offre quand même, enfin, il faut savoir quand même qu'il y avait Jacobsen, qu'il y avait Merlier, qu'il y avait Philipsen, qu'il y avait d'autres très beaux animaux. Il gagne quand même 2 victoires et il me semble qu'il fait 2 podiums en plus. Donc là, franchement, c'est un vrai step-up franchi. Il passe de mieux en mieux les bosses, qui lui permet de jouer de plus en plus de sprints différents. Et c'est quand même, il est jeune, on parlait de jeunesse, c'est quelqu'un qui est encore très jeune. Il a une puissance qui est monstrueuse. Enfin, franchement, j'aimerais pas être à la place spécialiste de la piste. Et j'aimerais pas être ses pédales parce que franchement, oui, on peut dire qu'il les écrase et qu'il leur fait mal. Mais franchement, chapeau l'Italien qui devait quand même prouver. Il a quand même changé d'équipe à l'intersaison, passé de la Bahrain Victorious à la Lidl Trek. Et mine de rien, il apporte quand même plus que des satisfactions à sa nouvelle équipe, à qui il apporte son premier succès World Tour en 2023 d'ailleurs, en 2024. Oui, contrairement à Mats Pedersen qui lui sur Paris-Nice n'a pas été capable de scorer et qui a été, c'est ton autre flop, j'ai envie de te dire, on en a parlé un peu avant le podcast, qui a été battu. Et ton flop, me refourque pas tes flops s'il te plaît. Non, mais Mats Pedersen, c'est vrai que
C'est un mini flop, mais Je comprends ce que tu veux c'est dire. un flop, c'est un demi flop. Pourquoi? Parce que Mats Pedersen, moi j'avais mis en gros favori, et c'est vrai que pour moi le mini flop, il est dans le fait qu'il y a des erreurs tactiques dans ses sprints à Mats Pedersen, où il lance de Je très suis d'accord très avec toi. loin, et que Olaf Koy était très très fort comme il est depuis le début de saison. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est juste pour ça. N'oublions pas que le Néerlandais, c'est un vrai pur sprinter. Et Mats Pedersen, c'est plus un. On va dire que en comparaison, Olaf Koch, c'est Cipollini et Mats Pedersen, c'est Eric Zabel. C'est pas la meilleure pointe de vitesse au monde, mais c'est quelqu'un qui peut aller glaner des deuxième, troisième places là où Koy sera à 20 minutes dans le groupe Eto. Ouais, Olaf Koy qui a vraiment passé un cap depuis l'année dernière, dans cette année 2023, à la Jumbo-Visma et maintenant à la Visma Lease Bike, qui a fait un gros début de saison, 2 courses par étape pour le Tour, disputées depuis le début de saison, avec une victoire pour Koy à l'UAE Tour, une victoire et donc 2 victoires sur Paris-Nice. Il avait remporté la Classica d'Elmeria pour son premier jour de course aussi, il y a un mois. Tu mettrais Jasper Philipsen dans les tops? Il a remporté une étape haut la main quand même dans ce Tirreno. Je le mettrai pas dans les tops. Je dirais que c'est quand même. Mais tu mettrais pas dans les flops? Voilà, c'est une bonne. Malgré tout, ça reste une bonne semaine, mais de là à dire un top, il s'est quand même fait battre 2 fois à la pédale. Alors, est-ce qu'il s'est ressenti de sa chute? Je sais pas, mais il s'était quand même fait battre, il me semble, avant déjà. Mais non, disons qu'en fait, il a tellement gagné l'année dernière, il a tellement donné cette impression surtout d'être ultra dominant dès qu'il y avait un sprint important, que finalement, le voir battu 2 fois, ça nous fait un peu bizarre. Et je pense que ça Il chute le lendemain de sa victoire. Voilà, donc en fait, il a été battu les 2 fois après. C'est possible que ça ait joué, hein, malgré tout. On voit Dely, on voit même Godu. Ils ne sont pas remis de leur chute respective sur différentes courses. On va en parler dans la présentation de la saison des classiques et de Milan-San Remo qui va intervenir un peu plus tard dans la semaine. Vous aurez la présentation de Milan-San Remo dans la semaine. Si je te pose un problème, si tu as Jonathan Milan et Mats Pedersen dans le groupe des favoris pour la victoire à Milan-San Remo, après le Poggio, qui emmène le sprint pour qui? Pedersen doit emmener pour Milan. De ce que j'ai vu, Milan a une meilleure pointe de vitesse. Maintenant, ça dépend combien ils sont dans le Poggio et à quelle vitesse ça s'est monté. Si par exemple Milan parvient à basculer mais qu'ils sont qu'une vingtaine et que c'est monté comme des dégénérés comme ça l'est depuis 3 saisons maintenant dans le Poggio, je pense que c'est à Milan d'emmener pour Pedersen parce qu'à la fraîcheur pure, surtout sur 300 km, Pedersen, on sait que quand ça dépasse 250 km, il est très fort. Tour des Flandres, champion du monde. C'est plus de 300 bornes, on rappelle, Milan-San Remo. C'est ça, c'est plus de 300 bornes. Avec le fictif en plus. Si pas de montée rapide du Poggio, Milan doit être priorisé. Si grosse montée du Poggio et que Milan s'accroche, mais qu'il y a 20-30 gars, je pense qu'il faut privilégier plutôt Mats Pedersen qui peut faire parler sa fraîcheur avant même sa pointe de vitesse. On le sait très bien, il y aura quoi qu'il arrive une grosse montée du Poggio avec d'autant plus les Van Der Poel au départ, les Pogacar qui vont vouloir justement imposer ce gros rythme pour faire la différence. Alors autre problème, si tu as un Pogacar qui est en tête avec 5 à 10 secondes d'avance au pied après le Poggio et qu'il faut rouler pour revenir sur lui, tu fais rouler Milan ou Pedersen? C'est une bonne question. Qui a les meilleures références contre la montre? J'ai presque envie de dire que ça dépend des jours. Les deux sont très forts. Aujourd'hui, Milan, est-ce qu'il ne doit pas se mettre à la planche pour Pedersen sur les classiques? Pour moi, dans cette configuration où si Pogacar bascule avec 10 secondes d'avance, ça veut dire que c'est monté très vite le Poggio, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça soit Milan quand même pour Pedersen. Bon, on verra, en tout cas on en parlera de manière un peu plus étayée dans le podcast de présentation de Milan-San Remo. Parmi les flops, on a du Arnaud Démare, du Jacobsen, c'est un peu ça. Arnaud Démare, c'est le premier nom que tu m'as ressorti. Oui, il n'a pas jamais pu, ne serait-ce qu'espérer jouer un sprint. Il a toujours ses traditionnelles difficultés de placement qu'on observait déjà chez Groupama FDJ. Il a des automatismes à prendre, mais ce qui est bizarre, c'est que tout avait bien débuté avec Arkea, ce qui s'appelait à l'époque Arkea Samsic, qui est maintenant Arkea BNB Hotel. Et là, j'ai vraiment l'impression, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui était vraiment retombé dans ses travers. En tout cas, on a l'impression qu'il a du mal à prendre ses marques avec le train d'Arkea. C'est l'impression que ça laisse quand même. J'ai vu une comparaison très juste, je sais plus qui sur Twitter, qui disait que Lorenz Pitti avait cette capacité qui est le nouveau sprinter de la FDJ, avait cette capacité à se placer merveilleusement bien
ce que n'était pas capable de faire Arnaud Démare, mais qui n'avait malheureusement pas la pointe de vitesse d'Arnaud Démare pour conclure ce qu'il faisait très bien jusqu'à 300 mètres de l'arrivée. Et je pense que c'est ça. C'est à peu près, c'est un bon comparatif. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, bien sûr. D'ailleurs, Laurens Pitty, qui est pas dans les tops, mais qui est juste en dessous quand même, parce qu'il a fait une super semaine. Oui, bien sûr. Et puis, lui, c'est pareil, c'est un sacré animal. On l'a vu tenter de prendre des échappées sur les 2 étapes difficiles. C'est la 6e étape et la dernière étape, il était devant au début. On voit quand même que si le garçon est costaud, bien au-delà de sa capacité à aller vite au sprint. Parmi les noms que tu m'as cités en flop, pour terminer, Jacobsen, Groves et Dely. Oui, tout à fait. Dely, alors ça sera... Je pense que c'est la semaine qui va venir va être intéressante pour lui. S'il est encore dans les choux, là, on va pouvoir commencer à s'alarmer. S'il score, on pourra dire que c'est rassurant. Jacobsen, c'est un peu le même problème qu'Arnaud Démare. Il n'a jamais été en mesure de pouvoir vraiment disputer un sprint. Lui qui disait qu'il voulait des responsabilités et qui est parti de la Soudal Quick Step pour aller chez DSM, pour l'instant, on peut dire qu'il ne s'est pas vraiment montré à la hauteur de ses propres demandes. Et c'est pareil, ça va l'intérêt à vite inverser la tendance, parce que je pense que le plateau de sprinter n'a rarement été aussi fort que... Parce qu'on parle beaucoup des courses par étapes, mais le plateau des sprinters, il est monstrueux depuis 1 ou 2 ans. On l'a encore vu sur Tirreno, Merlier est en forme, Philipsen est là, Milan... Donc ça laisse pas de place au hasard. Il y a Fibaos qui en a gagné une en costaud aussi. Ça laisse pas de place au hasard. Et si t'es pas bien, t'es au-delà de la 10e place et ça va très 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 vite. Un plateau des sprinters de Tirreno qui était quand même sympa. Ça a permis de voir dans le top 10 de la dernière étape que Cimola est 3e et maintenant à la Movistar. Il a signé à la Movistar cet hiver. Que Christophe a quand même pris la 2e place. Alexander Christophe, l'éternel de la UnoX Mobility aujourd'hui. Qu'Amaury Capiot à la Arkea BNB Hotel a pris la 6e place. Kaniolkowski avait pris la 5e place à la Cofidis. Capiot qui fait un bon début de saison d'ailleurs. Lui qui revient qui revient de loin. C'est un coureur que j'aime beaucoup, qui est complet, qui marche sur les classiques et qui marche au sprint, et c'est un bon petit coureur quand même, Amaury Capiot. Dans une bonne petite team, mine de rien, faut quand même être capable de dire les mots quand ça se passe bien. Arkea est une équipe qui a quand même sensiblement progressé depuis 3 ou 4 saisons, même si 2023 a été un peu moins bon que 2022. Mais c'est une vraie belle équipe maintenant, il n'y a rien à dire. Il y a un nouveau cycle avec le sponsor BNB Hotel qui a rejoint Arkea cet hiver. Très rapidement, je termine avec ce nom, je voulais quand même le souligner avant de dire au revoir. C'est Arvid de Klein qui avait remporté une étape sur ce Paris-Nice et qui conclut, en fait, on va dire, cette première partie de saison de la plus belle des manières, avec cette victoire sur Paris-Nice. Et pour la Conti Pro qui est la Tudor, c'est quand même une excellente nouvelle. C'est une sacrée belle équipe, cette Tudor. On a vu un coureur faire une belle étape de Tirreno, de Paris-Nice, pardon, autant pour moi. C'est une équipe qui s'est vraiment mis à l'exigence World Tour l'année dernière et qui a fait un très bon recrutement cet hiver. Et Arvid de Klein, sur l'UAE, il n'a pas trouvé l'ouverture, mais à chaque fois c'était podium. Il fait 3 deuxième places. À chaque fois c'était 2e. Et on dit souvent, en athlée, on dit souvent que quand tu franchis 10 fois dans la saison 5,90 m, ça veut dire que les 6 mètres sont pas loin. Pour lui, avec 3 deuxième places au niveau World Tour, ça voulait dire que la victoire était pas loin. Et elle est arrivée pour lui. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le sprinter néerlandais, 29 ans. Arvid de Klein qui a une carrière où il se révèle sur le tard. Il a signé chez Tudor seulement l'année dernière. Il a couru dans les équipes continentales depuis le début de sa carrière. Et puis le voilà qui remporte une étape en World Tour pour l'équipe de Fabian Cancellara. Étienne de Dico du Sport, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Podcast très complet, débrief de Paris-Nice et Tirreno encore une fois. Guillaume, merci à toi pour ton invitation. J'avais pas pu honorer tes premières demandes pour raisons professionnelles, mais c'était un plaisir. Oui, mais t'es overbooké, Étienne. Aujourd'hui, c'est ça la rançon de la gloire. C'est ça. On t'est bien placé pour le savoir, malheureusement. Non. Mais malheureusement et heureusement d'ailleurs, parce que vaut mieux notre situation que d'autres. Malgré tout, on est quand même 2 hommes chanceux dans notre vie. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Ça faisait un bout de temps que je t'ai pas venu ici. C'est dommage, j'ai pas vu l'ami suisse nordiste FP, mais j'aurai l'occasion de lui rappeler que Bulle est une formidable région de Suisse et il en sera plus qu'heureux. Oui, mais tu n'as rien raté du coup. Je passe le bonjour à François-Pierre qu'on retrouvera dans quelques jours pour la présentation de la saison des classiques. Étienne, je te remercie encore une fois d'avoir été avec moi. Nous, dans Vélo Podcast, on va se dire à très bientôt. On va parler de Milan-San Remo et puis de la saison des classiques qui est déjà lancée avec la victoire de Pogačar et de Kopecky sur l'Estrade Bianche, et on va arriver là avec Milan-San Remo et puis à la fin du mois de mars avec la semaine sainte
des Flandriennes et l'enchaînement Tour des Flandres qui sera un 31 mars, Tour des Flandres, et le Paris-Roubaix une semaine plus tard. Et puis aussi les Ardennaises. Étienne, à bientôt. À bientôt Guillaume, et à bientôt tout le monde du coup. Allez, ciao ciao.